reprenons assez rapidement. Pour laisser la parole à Sandy Hervieux, que je remercie, qui intervient donc du Canada. Qui travaille à la McGill University Library, donc à Montréal, et qui va intervenir autour d'une approche donc internationale de la question de l'IA en bibliothèque. Donc Sandy, je vous laisse la parole. Merci. Parfait, merci. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. J'espère que oui. OK. Je vois un peu des mains, donc j'imagine que oui. Donc, je vais juste partager mon écran avec vous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, c'est le matin pour moi ici à Montréal. Mon nom est Sandy. Je suis la bibliothécaire en chef de la bibliothèque de droit Nahum Gelber de l'Université McGill. Et je travaille aussi avec ma collègue et partenaire de recherche Amanda Wheatley, qui est aussi bibliothécaire à McGill et qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, d'accord. Donc, voici notre équipe de recherche. Donc, on fait beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle, particulièrement dans les universités au niveau académique depuis environ 2018. Et voici un petit ordre du jour pour aujourd'hui. Donc, on va commencer avec des définitions de l'IA. Donc, j'ai entendu des parties de la conversation précédente. Donc, vous avez l'air d'être assez des experts, mais quand même, on va tous commencer avec les mêmes définitions et la même base de connaissances. Ensuite, on va parler un peu de ChatGPT et les différents ateliers qu'on a fait avec ChatGPT. Et ensuite, parler de différents exemples qui ont été utilisés dans des bibliothèques universitaires au Canada, aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne. Donc, si vous avez interagi avec l'intelligence artificielle, vous avez probablement remarqué qu'il n'y a pas de définition universelle, du moins pas pour l'instant. Tout le monde a un peu des définitions différentes. Donc, quand on a commencé notre projet de recherche, on a décidé de créer notre propre définition de l'IA pour vraiment nous aider à centrer notre travail. Donc, l'intelligence artificielle peut être décrite comme le développement de machines capables d'accomplir des tâches et de reproduire des processus de pensée normalement observés chez l'homme. Cette simulation d'un comportement intelligent est unique par rapport à d'autres automatismes, car elle exige que l'ordinateur utilise le raisonnement ou la pensée humaine pour effectuer ses tâches. Donc, c'est souvent des mots qui vont revenir, donc apprendre, pensée humaine, raisonnement, se répètent souvent dans les définitions de l'IA. Et puis, dès qu'on interagit avec la technologie, souvent, on va entendre différents termes. Des fois, ils sont utilisés de façon un peu interchangeable, même si techniquement, elle ne veut pas dire nécessairement la même chose. Donc, si on parle ici de machine learning, donc d'apprentissage machine, on fait souvent référence à un sous-ensemble de l'IA. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est vraiment son propre domaine séparé, mais le but, c'est vraiment d'enseigner aux ordinateurs comment apprendre et agir sans être explicitement programmé. Donc, on ne dit pas nécessairement à l'outil « fais telle chose », mais plus il apprend de la construction d'algorithmes qui vont adopter certains modèles pour améliorer leur capacité à faire des prédictions. Donc, et ensuite, on a l'apprentissage profond ou le deep learning, qui est vraiment sous l'apprentissage machine, donc encore plus en profondeur. Et cette approche, elle évite vraiment aux opérateurs humains de spécifier formellement toutes les connaissances de l'ordinateur a besoin. Donc, il n'y a pas un programmeur qui va programmer chaque connaissance que l'outil a besoin, mais plus vraiment construire une hiérarchie des concepts qui vont permettre à l'ordinateur d'apprendre des concepts ou des théories un peu plus compliquées en les construisant à partir de concepts plus simples. Donc, on voit ici l'apprentissage machine, mais plus vraiment en profondeur. OK. Donc, si vous êtes une personne visuelle comme moi, on a créé un petit graphique pour vous aider à visualiser le tout. Donc, on voit vraiment en haut l'intelligence artificielle qui est comme un parapluie, si on veut, avec différentes branches
sous l'intelligence artificielle. Donc, on a le machine learning, deep learning, les robots à droite, du moins j'espère que c'est votre droite. Ensuite, des choses comme le natural language processing, qui est utilisé dans beaucoup d'outils comme ChatGPT, la génération de texte, répondre à des questions. Donc, on voit vraiment un éventail de toutes les différentes technologies possibles. Donc, je vous en ai entendu parler un petit peu plus tôt. Donc, l'IA générative ou Generative AI, dont on parle beaucoup depuis les derniers mois, est un sous-ensemble de l'apprentissage machine qui va utiliser, par exemple, le Natural Language Processing pour répondre à des questions ou des prompts que les gens vont lui transmettre. Donc, ils sont bâtis autour de grands ensembles de données. Donc, on parle vraiment de terabits d'apprentissage pour créer du nouveau contenu. Donc, on en a qui vont générer du texte, des images, donc je vous ai entendu parler, du son, de la musique, une variété de contenus. Et donc, pour entraîner la majorité de ces outils-là, surtout ceux qui vont produire du texte, ça nous prend les grands modèles linguistiques. Donc, ce qu'on appelle les Large Language Models, qui sont vraiment des quantités massives de données d'apprentissage utilisées pour enseigner un algorithme sans avoir besoin de lui donner des explications précises ou des instructions ou vraiment lui dire si cette personne-là a cette question-là, on lui donne cette réponse-là. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment, il va apprendre du grand modèle linguistique et ça va aider l'outil à établir le contexte et les relations entre les mots et les phrases. Donc, ce qui va aider l'outil à prédire et à répondre à des demandes. Donc, il va essayer de prédire qu'est-ce qu'on veut. Et ChatGPT, GPT 3.5, qui est utilisé dans ChatGPT, est présentement le LLM le plus couramment utilisé parce qu'il est disponible et d'autres gens peuvent l'utiliser pour créer leurs propres outils. Donc, qu'est-ce que ChatGPT? Je suis certaine que vous en êtes déjà familier, mais c'est un outil de modélisation du langage qui va utiliser l'intelligence artificielle, donc plus spécifiquement le traitement du langage naturel, pour répondre à des questions générées par l'utilisateur. Donc, il a été développé par OpenAI aux États-Unis en utilisant le GPT 3.5 dont on vient de parler. Il est présentement disponible en usage public. Donc, n'importe qui peut s'en servir. Il faut juste créer un compte gratuit. Donc, qu'est-ce que ChatGPT peut faire? Donc, ChatGPT peut répondre à vos questions et à vos invitations textuelles en utilisant des modèles prédictifs. Et puis, ça va vraiment être comme un dialogue. Donc, contrairement à si vous avez un Alexa, un Google Home ou Siri sur votre téléphone Apple, c'est ce que vous avez. Eux, on peut leur poser une question, mais c'est pas comme une conversation. Il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas vraiment de contexte pour l'outil. Mais quand on utilise ChatGPT, on a vraiment l'impression, ou on peut avoir l'impression, que c'est comme une conversation. Parce qu'on peut lui envoyer une demande et ensuite spécifier un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut. Et il va comprendre que c'est dans le même contexte, c'est dans la même conversation. Donc, qu'est-ce que ChatGPT ne peut pas faire? Donc, GPT 3.5 n'est pas connecté à l'Internet. La version 4 payante l'est. Mais ça fonctionne pas comme un moteur de recherche. Donc, c'est pas comme Google, c'est pas comme notre catalogue de bibliothèque, par exemple. Il a été formé avec des données antérieures à 2021, donc le GPT 3.5. Donc, ses réponses vont être vraiment limitées aux informations avant cette date. Donc, si on cherche des événements courants qui se passent présentement, il n'y aura pas les réponses. Il va essayer de prédire qu'est-ce qui pourrait se passer, mais c'est pas vraiment factuel. Il peut juste nous donner des réponses textuelles, et donc il ne nous donnera pas des images ou des vidéos ou de la musique, par exemple. Et qui est souvent un problème en bibliothèque,
c'est qu'il peut générer des réponses plausibles, mais incorrectes. Donc, je suis certaine que vous avez probablement déjà rencontré les fausses citations. Donc, il va essayer de prédire quelque chose qui peut peut-être exister. Donc, ça sonne plausible, mais ça ne l'est pas. Donc, j'ai eu beaucoup de cas où je l'ai essayé et je lui ai demandé donne-moi une source primaire sur tel événement historique. Et ChatGPT me donne un beau titre qui sonne réel. Mais quand je le cherche dans un catalogue de bibliothèque, ça n'existe pas. Donc, je lui demande qui est l'auteur de ce livre, qui est l'éditeur, et ChatGPT me répond « Oh non, mais c'est pas un vrai livre, c'est un livre qui pourrait exister. » Donc, si on lui pose cette question, il va lui-même nous admettre que les choses sont plausibles, mais pas nécessairement réelles. Et c'est une réalité avec dans laquelle on vit tous les jours et qu'on doit vraiment expliquer à nos étudiants. Parce que souvent, ils vont nous demander de chercher un livre pour eux qu'ils ne trouvent pas. Et on réalise, après avoir fait quelques recherches, que c'est parce que ChatGPT l'a inventé, malheureusement. Donc, le texte prédictif, donc comme je le mentionnais, il va essayer de répondre à nos questions basées sur le texte prédictif. Donc, il va essayer de nous donner la réponse la plus probable pour notre demande, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est vraie. Donc, c'est ce qui est le plus probable, mais pas nécessairement factuel. Puis maintenant, on a des exemples super intéressants, pas juste avec ChatGPT qu'on essaie de peut-être enseigner aux étudiants comment bien l'utiliser, mais en faisant notre livre qu'on a publié l'année passée, en éditant notre livre, on a travaillé avec des auteurs d'un peu partout au Canada et aux États-Unis, comme je le mentionnais, et on fait des choses super intéressantes avec l'IA. Donc, l'Université du Rhode Island, par exemple, a vraiment un laboratoire d'intelligence artificielle où ils ont toute une suite d'équipements que les étudiants peuvent utiliser et ils ont également comme des ordinateurs super puissants, des serveurs. Ils offrent aussi beaucoup de programmation. Donc, des cours que les étudiants peuvent assister et ils peuvent vraiment devenir engagés et faire leurs propres expériences avec la technologie. Et ça va vraiment à plus le côté plus génie, mais aussi le côté un peu plus philosophique. Donc, ça couvre vraiment un grand éventail de cours. On a d'autres exemples aussi. Donc, par exemple, à l'Université de Toronto, un petit peu plus près de chez moi, on voit le 99 AI Challenge. Donc, c'est une initiative qui a été commencée par la bibliothèque à l'Université de Toronto et ils ont choisi 99 personnes. Donc, étudiants, membres du personnel, professeurs, gens de la communauté autour de l'Université de Toronto pour participer à un programme d'1 an. Et le but, c'était vraiment de devenir plus connaissant et de développer une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de l'intelligence artificielle. Donc, ils ont tous ensemble fait un cours en ligne, un MOOC de Elements of AI. Donc, ils l'ont tous fait ensemble. Et ensuite, ils ont eu différentes activités, groupes de discussion pour vraiment essayer d'augmenter leur connaissance sur l'intelligence artificielle. Et ça a été vraiment un succès. Ils ont fait un pré-test et un post-test pour mesurer la connaissance des gens et ça l'a vraiment augmenté durant l'année. Donc, quelque chose qui est intéressant et pas nécessairement dispendieux parce que les bibliothèques universitaires n'ont pas nécessairement toujours le budget de créer un laboratoire avec toute la technologie et les serveurs ou même l'espace, tandis qu'un programme comme ça, relativement très peu coûteux, peut-être comme des collations pour les événements ou des choses comme ça, mais pas de coût énorme. Donc, un autre
un autre exemple très intéressant de la Toronto Metropolitan University. Donc, ils ont commencé un collaboratory. Donc, c'est un espace dans la bibliothèque qui est vraiment comme un makerspace, mais aussi un espace de consultation. Donc, ça a commencé en 2017 et ils ont vraiment un bibliothécaire en résidence qui est spécialiste de l'intelligence artificielle. Et lui, c'est cette personne-là qui est Mike Ridley, que je connais bien. Donc, son but, c'est vraiment d'être comme un consultant pour tout ce qui est pratique de l'IA, les projets, offrir son support aux étudiants qui seraient intéressés ou aux chercheurs. Donc, ils ont fait différentes activités avec différentes personnes, incluant des professeurs, dont un projet intéressant qui s'appelle This Criminal Does Not Exist, où ils ont créé des visages en utilisant des bases de données de vrais criminels. Donc, probablement pour montrer un peu les biais qui existent dans la société sur cet aspect. Donc, il y a aussi d'autres initiatives qui sont super intéressantes. Donc, quand on a fait notre livre, moi et Amanda, on est tous les deux des bibliothécaires plus du côté service aux usagers, donc aider les étudiants, faire des ateliers. Donc, on était très intéressés à qu'est-ce que les autres gens faisaient pour vraiment engager les étudiants et les professeurs dans l'IA. Mais on a aussi des exemples super intéressants du côté plus catalogage, métadonnées, qui peuvent aider à faciliter le processus, mais aussi quelque chose comme Transcribus, qui d'ailleurs vient de l'Université de Innsbruck et a été financé par l'Union européenne. Et ça l'utilise essentiellement, c'est un outil qui va nous aider à lire des manuscrits. Donc, des choses qui sont écrites à la main, qui sont un petit peu plus difficiles peut-être à mettre dans des banques de données, à faire des analyses pour ce qu'on appelle les Digital Humanities. Donc, il va vraiment, en utilisant la reconnaissance de caractères, prendre le texte écrit à la main et le convertir en un format qui est lisible par les machines. Donc, je crois qu'il y a une partie qui est disponible en ligne, donc vous pouvez l'essayer gratuitement, mais ça a vraiment des applications super intéressantes, surtout dans le monde académique, en histoire notamment, ou dans ces domaines d'études-là. Donc, si on parle de façon plus générale des opportunités pour les bibliothèques, ça peut vraiment nous donner des super bonnes opportunités pour intégrer l'IA dans nos programmes d'études et nos services. Donc, pas seulement du côté catalogage ou faciliter cette partie-là de notre travail, mais aussi du côté des usagers. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux les préparer à interagir avec l'intelligence artificielle dans leur vie de tous les jours ou dans leurs études. Donc, ça nous donne aussi une opportunité de vraiment maîtriser l'information, peut-être d'augmenter nos services de référence, de catalogage des métadonnées, comme je l'ai mentionné, et de peut-être devenir des leaders en matière d'éducation sur ce sujet. Donc, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais des fois au Canada ou au Québec, les gens oublient peut-être certaines expertises que les bibliothèques peuvent contribuer. Donc, on espère peut-être devenir un peu plus des leaders dans ce domaine pour aider vraiment à former les gens et à devenir de meilleurs citoyens et utilisateurs de l'intelligence artificielle et aussi créer des partenariats. Donc, c'est quelque chose, vous allez voir, je vais vous donner dans quelques instants des exemples de choses qu'on a fait à McGill et créer des partenariats entre différents départements, différentes universités aussi, pour être quelque chose de très intéressant. Donc, évidemment, on n'est pas sans en parler. Il y a également des défis. Donc, opportunité dit aussi défis. Il y a toujours une courbe d'apprentissage. On le dit toujours quand on fait nos ateliers, on n'est pas des programmeurs. Je suis pas en génie informatique. Donc, on se concentre toujours plus sur le côté éducation, éthique,
On ne sait pas nécessairement la petite boîte noire, comment ça fonctionne en arrière, mais on peut aider les gens à être plus critiques dans leurs utilisations. Évidemment, il y a des exigences financières, donc surtout si on parle de ateliers comme le Rhode Island, où ils ont un laboratoire d'intelligence artificielle avec des ordinateurs super puissants, avec des serveurs, ça coûte très cher. Donc, il y a des exigences financières, il y a des exigences éthiques aussi, comme vous en parliez il y a quelques moments, pas juste avec le copyright ou le droit d'auteur, mais aussi avec la vie privée des gens, donc, et l'information qu'ils vont donner à ces outils-là. Et aussi un impact sur l'environnement. Donc, on le mentionnait aussi, tout ce qui est d'énergie et demande énergétique pour ces outils-là, en termes de serveurs, en termes de vraiment comment les faire fonctionner, ça demande énormément d'énergie. Donc, je vous ai parlé d'initiatives faites par d'autres universités. Donc, en voici quelques-unes de nos initiatives qui ont été faites à très bas coût. Donc, ça ne nous a pas coûté grand-chose. Donc, on offre une série d'ateliers sur l'intelligence artificielle qu'on appelle Keeping Up with AI. C'est 3 ateliers. Un qui va se concentrer plus sur vraiment comme une introduction à l'intelligence artificielle, sur la littératie, vraiment. Le deuxième, c'est sur l'éthique et les biais. Et le troisième, sur les outils de recherche. Donc, les outils de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle, mais qui peuvent aider les chercheurs, les étudiants, professeurs à augmenter leur recherche. On a maintenant incorporé aussi un atelier ChatGPT que j'ai fait, j'en ai fait un la semaine dernière pour les étudiants en droit. Comment utiliser ChatGPT pour votre diplôme de droit. N'ayez pas peur, on ne leur a pas dit de faire de la recherche ou chercher de la jurisprudence dessus. On leur a vraiment montré des usages qui sont dans les normes pour eux. On a aussi fait des partenariats avec différents services d'enseignement et d'apprentissage pour offrir de la programmation. Donc, on a différents services à l'université qui vont aider à supporter les professeurs dans leur enseignement. Donc, eux vont se concentrer plus sur comment aider à créer des activités pour les cours où ils utilisent ChatGPT ou comment créer des examens ou des questions de travail qui ne peuvent pas être répondues par ChatGPT, par exemple. Donc, ils vont se concentrer plus là-dessus. Et nous, on va essayer de travailler plus avec les étudiants pour leur montrer comment l'utiliser de façon éthique et de façon critique. On est en processus de créer un groupe de travail dans la bibliothèque, pas juste pour qu'on s'informe et qu'on en discute, mais vraiment pour avoir des buts et des actions concrètes qu'on veut faire en termes de l'IA. Donc, un exemple pourrait être créer des partenariats avec différents départements à McGill ou aussi créer plus d'opportunités d'enseignement. Donc, je crois qu'on est dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais juste fermer mes diapos pour que vous puissiez me voir. Mais j'ai mes questions et aussi nos courriels si vous voulez nous contacter. Une des choses qu'on a faites avec tout le contenu de nos ateliers, c'est qu'on a créé un guide sur l'intelligence artificielle que vous pouvez consulter. Je vais le mettre dans le chat. Il est sur notre site de bibliothèque. Et on est aussi toujours très heureux de partager notre contenu. Donc, si vous voulez voir nos diapositives de nos ateliers Keeping Up with AI, on est toujours content de les partager. On demande juste que les gens nous donnent le crédit, c'est essentiel. Donc. Merci beaucoup, Sandy Hervieux. Merci énormément. Donc on va passer la parole à la salle si vous avez des questions. Merci.
En tout cas, moi, j'en aurais une parce que vous avez plein d'initiatives, vous formez, vous initiez, vous informez, vous éduquez. Comment vous vous formez vous-même? Hmm. Mais au début, c'est certain que j'avais pas beaucoup de connaissances, donc c'était un peu incertain. Donc, on a fait les cours Elements of AI, qui sont en ligne, qui sont gratuits. Donc, ça m'a donné vraiment une meilleure compréhension des termes, là, comme on parlait, le machine learning, deep learning. C'est un peu mélangeant au début. Puis ensuite, ben, on se garde vraiment à jour. Surtout, on essaie beaucoup de choses. Donc, on essaie les outils, on essaie de voir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis on partage beaucoup d'informations entre nous, moi et Amanda. Donc, on lit des livres, des articles, et en faisant notre livre et différentes conférences, on a aussi des collègues qui sont dans le même domaine, donc on sait quel article académique chercher, donc quel auteur va publier et qui on doit comme garder un œil ouvert. Puis assister à des conférences également, comme aujourd'hui, est une très bonne façon de continuer à apprendre. Parfaitement. Oui. Non, il faudrait dessous allumer. Allô, allô, voilà. Merci beaucoup, bonjour. Une petite question, donc vous évoquez des ateliers avec les étudiants à intervalles réguliers. Est-ce qu'il y a en perspective, ou déjà actuellement un peu en prémisse, des collaborations avec des collectifs de recherche, à McGill, qui travaillent et qui doivent intégrer l'intelligence artificielle et qui, d'une façon ou d'une autre, souhaiteraient s'associer à la bibliothèque, et si oui, sur quel aspect? Donc, voir si ça commence à émerger. Oui, donc on les offre, les ateliers, on les a offerts beaucoup, ouverts à tous les étudiants, tous les professeurs, n'importe qui peut venir. Donc, on les offre comme ça. Puis, on a été aussi contactés par des professeurs pour venir dans leurs cours spécifiquement. Donc, Amanda, par exemple, elle était dans un cours de psychologie pour en discuter avec des étudiants. La semaine dernière, on a fait des présentations à 2 groupes de recherche en sciences, donc en biomédecine et en sciences. On va à la faculté de sciences de l'information cette semaine. Et je sais qu'à McGill, ils sont en train de travailler sur un très gros partenariat qui va regrouper tous les départements. Donc, on espère en faire partie aussi. Donc, oui, définitivement. C'est pour ça qu'on fait un groupe de travail, parce qu'on commence à avoir un peu trop de requêtes pour juste 2 personnes. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Ça demande énormément de temps, d'énergie, à la fois pour se former et puis pour mettre en acte, monter des groupes de travail, réunir les gens pour le faire. Donc, oui, les partenariats, ça sert aussi à ça, à déléguer aussi certaines interventions et certaines compétences. Si vous avez d'autres questions, interrogations. Bien, Sandy, je vous remercie beaucoup encore une dernière fois. Merci. Bravo pour toutes ces initiatives et au plaisir donc d'échanger de nouveau avec vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de conférence. Merci.